Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu son homologue laotien Son Say Sifandon à l'occasion de sa participation au forum sur l'avenir de l'ASEAN. Utiliser les plastiques comme carburant pour les cimenteries, cette solution a été expérimentée avec efficacité au Vietnam. Au Musée des Beaux-Arts du Vietnam, la numérisation des œuvres d'art facilite la conservation et permet aux visiteurs d'accéder plus facilement aux œuvres. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu cet après-midi une réunion de travail avec le Premier ministre laotien Son Say Sifandon à l'occasion de sa participation au forum sur l'avenir de l'ASEAN à Hanoï. C'est la troisième rencontre à Hanoï entre les deux premiers ministres depuis le début de l'année. Le Premier ministre Lao a salué l'idée du Vietnam d'organiser le forum cette année pendant laquelle le Laos assume la présidence de l'ASEAN. Concernant les relations bilatérales, les deux premiers ministres ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique et promouvoir les piliers de la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la diplomatie. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a mis l'accent sur 8 contenus spécifiques de coopération, notamment le renforcement des liens économiques Vietnam-Laos-Cambodge en termes de finances, d'infrastructures, de transport, d'énergie, de télécommunications et de tourisme. Les deux parties ont aussi convenu de continuer à se coordonner étroitement dans les forums régionaux et internationaux tels que l'ASEAN, les Nations Unies et les mécanismes sous-régionaux du Mekong. Dans le cadre de sa 32e session, le comité permanent de l'Assemblée nationale a discuté aujourd'hui de certains projets de loi, dont celui sur la planification urbaine et rurale. Ce projet de loi comprend également des réglementations visant à accroître la décentralisation pour les comités populaires des villes et provinces et des villes du Resort central pendant le processus d'élaboration, de vérification et d'approbation des planifications urbaines générales, a indiqué le ministre. Ce projet de loi vise à créer une base juridique pour ajuster les activités de planification urbaine et rurale, résoudre les problèmes pertinents et répondre aux exigences de nouvelles étapes de développement du pays. Le secrétariat du comité central du parti a tenu cet après-midi une conférence consacrée à la mise en œuvre de sa directive numéro 32 sur le renforcement de la direction du parti dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée et le développement durable de la pêche. La conférence a vu la participation en ligne de représentants des 28 villes et provinces côtières. Dans son discours prononcé lors de l'événement, Mme Trương Thị Mai, membre du bureau politique, chef de la commission d'organisation du comité central, a souligné l'importance de la sensibilisation, de l'action et de la détermination pour mettre en œuvre les objectifs et les solutions de la directive 32 dans le but de faire retirer le carton jaune de la Commission européenne en 2024. Selon elle, à long terme, si le carton jaune n'est pas supprimé, cela affectera non seulement le développement de la pêche et du pays, mais également de la vie des millions de pêcheurs et d'autres travailleurs. La présidente par intérim Võ Thị Ánh Xuân a lancé ce lundi le mois national de l'humanité 2024 sur le thème « Itinéraire humanitaire, partage d'amour ». La cérémonie a eu lieu dans la ville de Điện Biên Phủ, province de Điện Biên. Dans son discours, la présidente par intérim a hautement apprécié le rôle de la Croix-Rouge dans l'organisation des activités humanitaires à l'échelle nationale. En conséquence, plus de 3 400 milliards de dong ont été mobilisés, aidant plus de 5,5 millions de personnes pauvres et défavorisées à travers le pays. Cette année, à l'occasion du mois humanitaire, la Croix-Rouge du Vietnam s'efforce de venir en aide à 100 000 personnes défavorisées. Le point culminant du mois national de l'humanité 2024 est la campagne 1 million de pas pour la charité organisée par la Croix-Rouge du Vietnam et la Fédération de la jeunesse du Vietnam.
Au 15 avril, les capitaux d'investissement public accumulés versés par le Trésor public ont atteint plus de 88 000 milliards de dong, soit 13,4% du plan assigné par le Premier ministre. L'accélération du décaissement des capitaux d'investissement public est une tâche clé pour les ministères, les branches et les localités afin de créer une motivation pour la croissance économique. Tout de suite, état de lieu dans la province de Nam Định, la première localité du pays en matière de décaissement de capitaux d'investissement public en mars dernier. Des ponts de 4 à 8 voies sur les artères de la province de Nam Định sont en cours de construction. Traversant de nombreux districts, le déploiement des sites prend donc beaucoup de temps. Ceci est identifié comme le plus grand goulot d'étranglement pouvant affecter l'avancement de la construction et le décaissement des projets. Après avoir dégagé le site, nous avons rassemblé tout le matériel pour une construction immédiate. Nous avons rencontré des problèmes sur le site, mais ils ont été résolus par les dirigeants. Dans la province de Nam Định, de nombreux projets d'investissement public sont actuellement en cours de mise en œuvre. Parmi eux, il existe deux axes de circulation principaux, un parcours de 27 km à 8 voies et un parcours de 46 km à 4 voies sont en cours d'accélération. Nous nous efforçons d'accélérer le déblaiement du site et le décaissement du capital de construction dès le début du processus d'acceptation du paiement. En outre, la province a résolu rapidement les problèmes pour permettre la progression des décaissements. Le représentant du Trésor public a déclaré qu'il existe un document ordonnant au Trésor des provinces et villes de promouvoir l'utilisation des services publics en ligne en créant un maximum de facilités pour le paiement des capitaux d'investissement public. Pour les demandes de prépaiement et de post-contrôle, la résolution prend jusqu'à un jour. Mais avec contrôle d'abord et paiement après, il ne peut excéder 3 jours. Selon les experts, pour accélérer les décaissements, les mécanismes politiques actuels en matière de gestion des investissements publics doivent également être mis à jour et modifiés afin de se conformer aux lois nouvellement promulguées, telles que la loi foncière ou la loi sur les appels d'offres. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La Terre et le plastique est le thème de la Journée de la Terre de cette année, le 22 avril. Les pays du monde entier sont appelés à réduire la production de tout type de plastique de 60% d'ici 2040. Les efforts sont déployés à l'échelle mondiale pour réduire les effets nocifs de la pollution plastique sur la santé humaine, les animaux et la biodiversité. Une étude du Programme des Nations Unies pour l'environnement montre que chaque année, 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. 79% finissent dans les décharges ou sont jetés dans l'environnement et seulement 9% sont recyclés. Selon les estimations, à ce rythme, d'ici 2050, environ 12 milliards de tonnes de déchets plastiques seront rejetés dans le monde, provoquant une grave pollution environnementale. Selon le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, la consommation de plastique par habitant au Vietnam a rapidement augmenté, passant de 3,8 kg par an par personne en 1990 à environ 54 kg par an par personne aujourd'hui. Au vu des effets néfastes des déchets plastiques, de nombreuses solutions ont été mises en œuvre pour les réduire, parmi lesquelles l'utilisation de plastique difficile à recycler comme carburant pour les cimenteries. Nous en saurons plus sur l'efficacité de cette solution dans le reportage suivant.
Plus de 200 tonnes de déchets plastiques provenant des villages artisanaux ont été acheminés vers cette usine pour servir de combustible au four rotatif à ciment. La combustion des déchets dans les fours à ciment devient populaire dans le monde entier et est considérée comme une solution efficace de traitement des déchets. Actuellement, nous utilisons des déchets plastiques pour remplacer environ 35 à 40% de la consommation de charbon. Ce n'est pas la première fois que cette entreprise remplace le charbon par des carburants alternatifs. Avant les déchets plastiques, elle a utilisé les déchets industriels comme source de carburant. Les tests montrent que les déchets plastiques peuvent s'enflammer à des températures allant jusqu'à 1100 degrés Celsius, ralentissant ainsi la température du four. Grâce à cette méthode, la consommation de charbon a été considérablement réduite. Cette méthode de traitement des déchets s'est avérée efficace et économique puisqu'elle réduit de 10 à 15% les poussières de charbon présentes dans la production de ciment. Nous achetons donc des déchets plastiques auprès de villages artisanaux pour produire du ciment. Actuellement, la Norvège aide le Vietnam à utiliser les déchets plastiques comme alternative au charbon. L'industrie norvégienne du ciment a remplacé 75% de son charbon par des déchets. En tant que partenaire du Vietnam dans le partenariat pour une transition énergétique juste, nous sommes là pour soutenir votre transition verte et énergétique. L'industrie cimentière vietnamienne produit 100 millions de tonnes chaque année et utilise environ 10 millions de tonnes de charbon comme combustible. Le coût du carburant est assez élevé. Si l'utilisation des déchets plastiques comme combustible est largement appliquée, les entreprises pourront réduire le coût de production et le Vietnam résoudra le problème des déchets des villages artisanaux. Il n'existe pas encore de mécanisme national d'échange de crédits carbone au Vietnam. Cependant, la demande d'échange a augmenté ces derniers temps en raison des politiques de développement durable et respectueuses de l'environnement. De plus en plus d'entreprises exportatrices ont besoin d'acheter ou d'échanger des crédits carbone pour satisfaire les normes imposées par les marchés exigeants. Tout de suite, reportage à Ho Chi Minh Ville qui a été choisi comme la première localité à piloter le mécanisme d'échange et de compensation de crédits carbone. À partir de 2025, le Vietnam pilotera un marché de crédit carbone. Le pays recense 1912 grandes entreprises émettant 3000 tonnes de carbone par an. Ces entreprises pourront acheter des crédits carbone pour répondre aux normes de réduction des émissions. Cela profitera tant aux vendeurs qu'aux acheteurs, qui auront accès à des crédits carbone moins chers. La mise en œuvre du marché volontaire du carbone offre davantage d'opportunités aux habitants, aux minoritaires et aux communautés propriétaires des sources d'absorption du carbone, comme les forêts ou le riz. Ho Chi Minh Ville émet environ 60 millions de tonnes de carbone chaque année. Les activités industrielles et de transport en représentent 33 millions de tonnes. Avec la résolution 98, la ville pilotera un mécanisme d'échange et de compensation de crédits carbone, destiné aux entreprises qui en ont besoin. Avant de mettre en œuvre ce mécanisme, il est nécessaire de recenser les entreprises qui ont besoin d'acheter des crédits carbone ou qui souhaitent contribuer à la réduction des émissions de carbone. Deux étapes importantes sont nécessaires pour reconnaître un crédit carbone, qu'il soit acheté ou offert volontairement, c'est le recensement et la vérification. Mais ces deux étapes dépendent de l'UNSSC, donc, la mise en œuvre de ce mécanisme est assez lente. En 2024, la croissance verte et la transformation numérique sont considérées comme deux priorités de Ho Chi Minh Ville. La mégapole du Sud-Ville vise une économie verte et neutre en carbone et atteindre, d'ici 2030, l'objectif de réduction des émissions de 10%. Grâce aux activités d'échange de crédits carbone, Ho Chi Minh Ville n'attire pas seulement les investisseurs pour créer des emplois pour la ville, mais contribue également à promouvoir une économie verte à l'échelle nationale. La directive numéro 8 du Premier ministre sur le développement touristique souligne clairement que l'une des limites du tourisme vietnamien est l'hygiène et la pollution environnementale. En effet, les déchets restent un problème difficile qui n'a pas été complètement résolu dans de nombreuses destinations touristiques.
Les déchets jonchent les sites et zones touristiques, provoquant non seulement une pollution de l'environnement, mais aussi ternissant l'image du Vietnam aux yeux des touristes internationaux. Fin février, une touriste australienne partageait sur les réseaux sociaux son expérience dans la baie d'Along, qui fut assez mauvaise. Le paysage est très beau, mais je pense que plus personne ne devrait y venir. Il y a des déchets partout et des résidus de pétrole, c'est terrible. Non seulement dans la baie d'Along, les déchets sont assez courants dans de nombreuses destinations touristiques du Vietnam. Le lac Hoàn Kiếm, un paysage célèbre du centre de Hanoï, attire de nombreux touristes nationaux et étrangers. Mais rien qu'en se promenant autour du lac, il n'est pas difficile de voir ces images. J'ai vu une immense décharge près de la porte de l'hôtel. Mais ce matin, ils avaient été emballés. De nombreuses bouteilles en plastique sont jetées, vous devriez trouver un moyen de les recycler. Les déchets alimentaires ne sont pas jetés au bon endroit. Il existe des poubelles publiques, mais elles ne sont pas nombreuses et il y a des endroits où on n'en trouve pas. Hanoï est assez propre, mais il y a beaucoup de déchets dans de nombreux endroits. Je pense que nous devrions installer davantage de poubelles publiques pour que les gens puissent jeter leurs déchets. Selon les experts, la tendance du tourisme après la pandémie de Covid-19 est le tourisme vert, un tourisme responsable envers la nature et l'environnement. La principale préoccupation des touristes envers une destination est l'hygiène environnementale. L'environnement est un critère pour évaluer la compétitivité des destinations. Construire des destinations vertes et des produits touristiques verts attrayants est un facteur essentiel. En plus de propager des politiques, les organisations et les individus qui détruisent et polluent intentionnellement l'environnement doivent être strictement punis. Le Vietnam possède de riches ressources touristiques et a reçu de nombreux titres régionaux et mondiaux de premier plan. Résoudre en profondeur le problème de la gestion des déchets et de l'assainissement de l'environnement contribuera à accroître la compétitivité du tourisme vietnamien, rendant ainsi l'image du Vietnam plus verte, propre et belle aux yeux des touristes. La numérisation des œuvres d'art est une tendance inévitable pour les musées du monde entier dans un contexte où tout se passe dans le cyberespace. Avec un simple appareil électronique intelligent, les amateurs d'art peuvent admirer de nombreux types d'art différents, peu importe où et quand. La numérisation constitue non seulement une méthode de préservation efficace, mais permet également aux spectateurs d'accéder plus facilement aux œuvres d'art. Tout de suite, reportage réalisé au Musée des Beaux-Arts du Vietnam. L'application iMuseum du Musée des Beaux-Arts du Vietnam fournit aux visiteurs des informations sur toutes les œuvres en 8 langues différentes. Les spectateurs peuvent même explorer l'espace d'exposition grâce à une visite virtuelle 3D sur le site Internet. Je peux facilement écouter la narration en sud-coréen et je suis vraiment impressionnée par les œuvres que je vois. Une exposition en ligne est organisée sur le site Internet du musée, aidant le public à accéder facilement aux œuvres. C'est aussi une bonne occasion pour les artistes de faire plus largement connaître leurs œuvres au public. Lorsque j'enseignais à l'université aux États-Unis, il était très difficile de trouver des informations sur les beaux-arts vietnamiens. Désormais, grâce à cette plateforme, je peux facilement rechercher des images et des informations sur les œuvres d'art. C'est une ressource précieuse pour mon enseignement. La numérisation améliore l'attractivité et l'expérience des visiteurs. Il s'agit d'une nouvelle tendance et également de la prochaine direction de notre musée vers l'application de la technologie moderne dans la préservation des œuvres. La numérisation met en valeur les valeurs esthétiques, culturelles et historiques des œuvres d'art. De nombreux musées ont appliqué des technologies avancées telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour améliorer l'expérience visuelle des œuvres d'art. En retour, cela contribuera à mettre les beaux-arts vietnamiens sur la carte du monde.
Environ 3 millions de Vietnamiens vivent, étudient et travaillent aux États-Unis. Avec le développement rapide de la communauté vietnamienne dans ce pays, la cuisine vietnamienne est devenue de plus en plus populaire auprès des convives américains. Il y a actuellement près de 8000 restaurants vietnamiens à travers les États, dont plus de 100 à New York. Ăn chơi, đi ăn đi, Hanoi Social, Hai Lúa ou Madame Vo, les célèbres restaurants vietnamiens de New York contribuent à promouvoir et à revaloriser la cuisine et la culture du Vietnam. Je suis chez Madame Vor et ce restaurant est l'un des premiers restaurants vietnamiens qui ont vraiment créé de la personnalité pour la cuisine vietnamienne et a contribué à rendre les plats vietnamiens célèbres. Depuis son ouverture en 2017, le restaurant est devenu la destination préférée de nombreux New-Yorkais, notamment des célébrités. Il faut râper les oignons, le gingembre et l'ail pour créer des saveurs uniques d'un bol de pho au bœuf à la vietnamienne. C'est avec ce plat que le restaurant Madame Vo à New York a conquis les convives locaux. Notre bouillon-feu est préparé pendant 24 heures et nous y ajoutons des côtes de bœuf géantes. J'ai appliqué toutes les recettes héritées de ma mère pour faire du feu, car je souhaite partager avec les convives les saveurs de la cuisine vietnamienne que j'aime depuis mon enfance. Grâce aux saveurs particulières de ces plats, le restaurant Madame Vo a attiré l'attention des experts culinaires et même des célèbres stars d'Hollywood. Selon le magazine New York Times, chez Madame Vo, le bouillon est de couleur très claire et riche en saveurs de moelle osseuse. Avant la cuisson, les côtes de bœuf sont pré-traitées et marinées avec du sucre candi et des épices pour créer un arôme. De plus, une assiette débordante de basilic, de citron vert, de jalapeno et de germes de soja, servie avec une bouteille de sauce chili et de sauce soja hossang, rendra le plat attrayant et parfait. Outre chez Madame Vo, les New-Yorkais peuvent également profiter des rouleaux printemps et des sandwichs vietnamiens chez le restaurant Hai Lúa. Je vis à New York depuis 10 ans, mais je n'ai jamais trouvé une cuisine vietnamienne authentique. Cela m'a inspiré à ouvrir le resto Hai Lúa. Le nombre de restaurants vietnamiens à New York n'a cessé d'augmenter après la pandémie. De 2 à 3 restaurants, les convives new-yorkais peuvent désormais déguster de la cuisine vietnamienne dans plus de 30 grands et petits restaurants différents. Du rien de spécial à l'explosion d'une série de restaurants à New York, la cuisine vietnamienne se dote désormais d'une certaine place dans cette ville extrêmement compétitive. Cependant, le développement de la cuisine vietnamienne ne s'arrête pas uniquement aux restaurants ou aux plats. Le chef étoilé Matt Le Khac a choisi une autre voie lorsqu'il a ouvert son propre restaurant, Bolero. Je pense que ce qui fait la différence de la cuisine vietnamienne, c'est que chaque plat est accompagné d'herbes fraîches. N'importe quel bol de pho ou de nouilles au bœuf Win comprend de nombreux types d'herbes différents, ce qui permet de créer différentes aventures pour les convives. Et c'est ainsi que mon restaurant Bolero contribue à revaloriser la cuisine vietnamienne. Qu'il s'agisse des ingrédients uniques ou de la technique de cuisine, nous nous efforçons d'offrir aux convives des plats et des expériences inoubliables. Chez Bolero, Matt et son équipe servent environ 30 plats vietnamiens, tels que le pho au bœuf de Saigon, la soupe végétarienne de nouilles au bœuf de Hue, les boulettes de poisson lavant, les rouleaux de printemps aux crabes frits, le bánh xèo ou le riz bouillon frit. Le restaurant Bolero a été sélectionné comme le meilleur restaurant élu par les touristes en 2022, selon un classement organisé par TripAdvisor, le plus grand site web de conseil aux voyageurs au monde. La gastronomie est considérée comme un pont reliant la communauté vietnamienne à New York aux résidents locaux. Je veux construire une rue vietnamienne à New York parce que la cuisine vietnamienne le mérite. Je suis extrêmement heureux que nous ayons trouvé des façons de faire connaître les histoires vietnamiennes au monde.
Car la culture vietnamienne ne se limite pas à la cuisine, mais aussi à la mode, à la poésie ou à la musique. C'est la synthèse harmonieuse de tout. Les premiers succès de la cuisine vietnamienne à New York ont prouvé le talent, la créativité et la résilience des Vietnamiens, qu'ils soient nés au Vietnam ou non. Dans la ville des rêves, ils ont retrouvé foi en leurs racines et ce sont eux qui ont pour mission particulière de faire connaître la cuisine vietnamienne au monde. Découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.